Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Oui, donc Une femme est une femme, c'est un film qui a eu un destin étrange, si vous voulez, parce que Godard a tourné à bout de souffle, mais tout de suite il a tourné Le Petit Soldat. Et Le Petit Soldat, c'est le film avec lequel il rencontre Anna Karina. Si vous voulez, parce qu'Anna Karina, elle avait refusé de... Enfin, il y avait eu un truc entre eux qui n'avait pas marché sur À bout de souffle. Et il lui avait dit, le prochain film, c'est vous qui tiendrez le rôle, et il a tenu une promesse. Donc elle, si vous voulez, normalement, il y aurait donc 3 films. Et en fait, il n'y en a que 2, parce que Petit Soldat a été interdit par la censure. Petit Soldat est sorti des années après. Ça veut dire que pour le public français, il n'y avait pas de deuxième film. Et il n'y avait pas d'Anna Karina, puisqu'Anna Karina apparaissait dans Le Petit Soldat. Et du coup, c'est un film un peu étrange pour lui et pour elle. Alors le film a été évidemment très important pour elle, parce que c'était le film où elle devenait actrice avec Godard, etc. Et c'est le film peut-être où ils ont été le plus heureux ensemble, si vous voulez. Parce qu'après, avec Vivre sa vie, ça se gâte. C'est-à-dire que, et là, il y a en fait, après le film, entre le film et le festival de Venise, ils se sont mariés. Donc, ça veut dire que le tournage avait été une espèce d'incubation de leur mariage, même si avec Godard, ça se passait pas toujours bien. Enfin, il y a des récits de trucs horribles sur ce tournage, qui pourtant est très gai. C'est un film, vous allez voir, totalement... ce film est fait sur une idée qu'avait Godard à l'époque, c'était de faire des films qui résonnaient avec son amour à lui du cinéma et son amour de la comédie musicale. Donc l'idée, c'était, est-ce que je peux faire, avec des tout petits moyens, à Paris, quelque chose qui serait la nostalgie de la comédie musicale? Et vous allez voir, c'est très émouvant sur cet aspect-là, avec des gens qui ne sont pas des chanteurs, si vous voulez, avec une technique qui est le contraire de la comédie musicale, puisqu'il fait du son direct. C'est-à-dire que c'est une idée, comme ça, de cinéma. Alors, dans ce film, pour Godard, c'est un film essentiel sur les choses qu'il expérimente pour la première fois, puisqu'il avait tourné 2 films en noir et blanc, pas en son synchrone, puisque vous savez qu'au début de la Nouvelle Vague, eux, avec leur méthode, ils ne pouvaient pas tourner en son synchrone. Il n'y avait pas les appareils et tout ça. Donc là, il décide qu'il va tourner en son synchrone, en cinémascope. C'est le premier film de Godard en cinémascope. Mais Godard, comment dire, c'est pas quelqu'un qui, d'un film à l'autre, dit avant j'ai fait du 1,66, maintenant je fais un scope. Peut-être Godard, selon les films, il est fait en 1,33, il est fait en 66 ou il est fait en scope. Lui, il pense que c'est le sujet qui induit quel est le bon format par rapport au film. Et c'est la première fois où il a une très grosse caméra. Parce qu'avant, il tournait avec des caméras qui pouvaient se tenir à la main. Là, il prend la grosse Mitchell et il va aimer ça. C'est-à-dire la Mitchell, il va la reprendre dans le mépris, etc. Si vous voulez, parce que ça donne à l'image une espèce de stabilité comme ça, très très grande. Alors vous verrez, tout n'est pas fait comme ça. Il y a des plans que Coutard fait à la main dans la rue. Parce que dans la rue, ils veulent tourner sans que les passants s'aperçoivent trop qu'ils tournent. Donc il y a une autre caméra pour les plans volés, disons, par Coutard. Et Godard fait déjà une chose qu'il fera après souvent. Il y a des plans, il n'y va pas. Il dit au chef-op, fais-moi des plans dans la rue, fais-moi des plans des passants, etc. Il refera ça après avec Renato Berta et tout ça. Donc déjà à cette époque-là, il fait ça. Alors, dans le film, il y a aussi Belmondo et Brialy. Et Belmondo, entre À bout de souffle et ce film, est devenu quelqu'un de très important dans le cinéma français. Tout le monde le veut, et il vaut cher, puisque sa cote en bourse du cinéma marche. Mais il accepte de faire le film alors qu'il a un rôle secondaire, et Brialy aussi. C'est-à-dire les deux qui sont connus ont des rôles secondaires, alors qu'il y en a qui est inconnu a le rôle principal. Alors ils ont un peu râlé de ça, ils se sont un peu plaints à Godard que quand même eux c'était des stars et qu'ils avaient des petites scènes et des petits rôles. Voilà, et Godard, et l'histoire est vraie parce qu'elle m'a été racontée par plusieurs personnes. Un matin, Godard arrive avec 2 bouquets de fleurs, il en donne un
à Brialy. À un moment donné, il dit voilà, les stars, vous êtes contentes maintenant que vous pensez que je vous honore comme vous devez l'être. Donc, et ils ont bien, je veux dire, ils ont râlé, mais comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même contents de faire un film avec Godard. Il y a un film comme ça où il inventait plein de choses. Alors, dernière invention, enfin dernière expérimentation de Godard, c'est la première fois où il tourne en studio. Évidemment, ils ne voulaient pas tourner en studio. Le principe dans Les Vagues, c'était on tourne en décor naturel. Et ils avaient repéré un appartement qui était parfait pour Godard, près de la porte Saint-Denis. Donc ils y vont. Et Godard commence à expliquer au propriétaire qu'il va peindre les murs en blanc. Il explique. Et même ils étaient prêts à donner pas mal d'argent. Même ils ont dit non. Et du coup, Godard a dit on va refaire l'appartement tel qu'il est en studio. Et donc, il y a eu des photos, des mesures, etc. Et ça a été fait au studio. L'intérieur de l'appartement est entièrement fait en studio. Mais normalement, quand on est en studio, si vous voulez, c'est par exemple pour avoir du recul. C'est-à-dire, comme il n'y a pas on peut déplacer la cloison, on peut mettre la caméra plus loin, etc. Et là, Godard, il dit c'est hors de question, je vais tourner dans l'appartement comme si c'était un vrai. Avec le plafond, c'est-à-dire qu'il n'a aucun des avantages, si vous voulez, du studio, parce qu'il n'aimait pas le studio. Et Coutard raconte que le soir, quand le tournage était fini, il fermait le truc à clé, il partait avec la clé. C'est-à-dire personne ne pouvait aller la nuit dans le décor de la maison dans lequel il tournait le jour. Alors, c'est un film sur la jeunesse, enfin sur l'enthousiasme, sur la gaieté, c'est un film. C'est sans doute un des films les plus joyeux de Godard. Il n'y a aucun doute. Il y a un truc comme ça et c'était lié aussi, je pense, à ce qu'il se sentait bien avec Anna Karina, disons, à cette période-là. Donc c'est un film heureux. En général, les films de Godard sont moins heureux que celui-là, et donc très agréable évidemment à voir et à entendre et à écouter. Bon, mais on en reparle tout à l'heure. Bon, en fait, j'ai oublié de dire au départ que si vous voulez, Godard a écrit, c'est un des rares scénarios qu'il a écrit, avec du dialogue et tout ça, et il l'avait publié dans les cahiers du cinéma avant de faire À bout de souffle. Et vous vous souvenez, dans À bout de souffle, à un moment, il y a une fille qui montre des cahiers du cinéma, et elle dit « Vous avez quelque chose contre la jeunesse ?» Et c'est dans ce numéro. C'est-à-dire que dans ce numéro, il y avait déjà le scénario d'une femme est une femme. Et Godard disait, par rapport à bout de souffle, où il improvisait pas mal, il dit là, j'ai voulu faire impeccable exactement le scénario que j'avais écrit. Et l'histoire, c'est exactement le scénario, le schéma, si vous voulez, de l'histoire. Par contre, il n'arrivait pas, si vous voulez, enfin, en gros, même s'il avait voulu écrire et leur donner le dialogue, il n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'il donnait le dialogue comme après il l'a fait toute sa vie, au dernier moment, aux acteurs. Bon, en même temps, ce n'est pas des choses très, très difficiles à mémoriser, mais quand même, c'était quand même une méthode, si vous voulez. Voilà. Alors, ce film... Carlo Ponti avait payé le film en partie avec Beauregard. Carlo Ponti, parce que Carlo Ponti disait on va le faire avec Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot ne pouvait pas. Donc ça va traîner puisque ça deviendra Le Mépris plus tard. Et le film n'a pas marché du tout. Et Godard était très, très triste parce qu'il disait À bout de souffle a été aimé pour de mauvaises raisons. Il a trop été aimé. Et celui-là qui est le film que j'aime, les gens ne sont pas venus le voir. Bon, c'était une autre époque, hein, c'est-à-dire que c'était une époque où, pendant l'exclusivité parisienne, il a fait 50 000 entrées. C'est-à-dire, aujourd'hui, un film qui fait 50 000 entrées, il dégage au bout de 3 jours, à peu près. Ils ont des salles. Évidemment, c'était pas du tout comme ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des films qui faisait 100 000 entrées et qui restait dans la mémoire, si vous voulez. C'était pas ça qui effaçait les films de la mémoire.
Alors, bon, Anna Karina, dans ce film, c'est quand même génial, enfin, je trouve. C'est-à-dire qu'elle a... à la fois, elle joue, et elle joue beaucoup, elle joue avec ses yeux, elle joue, etc. Et en même temps, on a l'impression que c'est absolument naturel. On a l'impression que la façon dont elle parle, etc., on a l'impression qu'il n'y a pas d'effort, qu'elle ne fait jamais d'effort, et que c'est des choses assez spontanées sur sa façon d'être et de parler. Vous avez vu qu'à l'époque, elle parlait encore pas très bien le français. C'est-à-dire qu'elle avait encore un accent très très fort de son pays. Elle l'avait encore plus dans Le Petit Soldat. Et après, elle va garder toute sa vie un accent, mais plus comme ça. Elle va petit à petit, disons, attraper l'accent français, enfin un peu plus en tout cas que dans ce film-là. Alors sur les rapports bon, d'abord une chose importante, c'est qu'elle est réellement tombée enceinte pendant le film. C'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, et elle a fait une fausse couche, après, qui a pas mal détruit son moral à elle, parce qu'elle a été persuadée toute sa vie, Anna Karina, que si elle avait eu un enfant avec Godard, ils seraient restés ensemble, ce qui est évidemment absurde, totalement absurde. Mais elle s'est accrochée à ça, si vous voulez, pendant très très longtemps, sur l'idée que si cet enfant était né, sa vie n'aurait pas été la même par rapport à Godard. Elle a dit ça encore très tard, hein, Anna Karina, elle était incroyable. Quoi. Quand elle a parlé de Godard, on voyait que c'était vraiment l'homme de sa vie. Enfin, que, si vous voulez, même jamais elle a pensé une seule fois que c'était du passé. Elle parlait de Godard complètement comme si elle vivait encore avec lui. Et cette histoire d'enfant, pour elle, c'était une explication sur le fait que Godard, qu'elle s'était séparée, disons, d'avec Godard. Et dans le film d'après, Vivre sa vie, mais ça on en parlera la prochaine fois, elle était sous le choc si vous voulez, de cette fausse couche, et le film a été une horreur, enfin, pour elle, à tourner. Elle était en absolue dépression. Donc c'est le contraire de ce film. C'est-à-dire que dans le film d'après, elle était au plus mal. Là, il y a quand même une joie incroyable de vivre et de jouer et de tourner. Et alors, évidemment, par rapport au début des années 60, les cinéastes, quand ils filmaient des jeunes femmes, ils les déshabillaient un peu. Il y avait un truc un peu comme ça... début de libération, si vous voulez, du filmage des femmes. Et Godard a horreur de ça. C'est-à-dire Godard, vous avez vu comment même quand elle est en habit de nuit, elle a des petits trucs comme ça, très enfantins. C'est-à-dire que pour Godard, l'horreur absolue, c'est de vendre le corps de son actrice au spectateur. C'est-à-dire de susciter du désir ou quoi que ce soit. Et donc, dans le film, alors qu'on voit qu'elle est très belle, elle reste totalement infantile. C'est-à-dire que jamais il y a la moindre tentation de Godard de dire « je vais la montrer sexy ». Et du coup, c'est très ludique. Même quand elle fait le striptease, etc., ça reste absolument chaste tout le temps et absolument ludique. Et quand même, Godard, sur ça, il a été très tenace. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait beaucoup de films ensemble. Jamais une seule fois, par exemple, on a vu les scènes d'Anna Karina. C'est-à-dire que pour lui, c'était une chose qui était contre le cinéma. Enfin, il avait, si vous voulez, l'idée que la morale du cinéma, que c'était totalement immoral pour un cinéaste de chauffer le spectateur avec le corps de son actrice. Et donc, elle a été totalement, elle, protégée de ça, disons, pendant tous les films qu'elle a fait avec lui. Alors, sur le cinéma, c'est incroyablement inventif, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée, si vous voulez, normalement dans un film, il y a une échelle à peu près dominante des plans. C'est-à-dire, voilà, c'est des films qui sont plutôt avec des gros plans ou plutôt avec des... Et là, non. C'est-à-dire que le film bascule sans arrêt, par exemple, de gros plans à plan large,
Parfois, le gros plan, on se demande pourquoi il arrive, et il y reste très longtemps. Parfois, il disparaît, c'est-à-dire qu'il y a une souplesse de décision de Godard, plan par plan, comme si finalement il décidait sur le moment si ça va être un gros plan ou un plan plus large ou un plan de taille, etc. Il n'y a pas de règle, en gros, et ça crée le rythme. C'est-à-dire, il y a un rythme qui vient de la façon dont il improvise dans l'échelle des plans, à peu près dans tout le film. Alors il y a une chose aujourd'hui qui est évidemment très fascinante dans le film, c'est que c'est comme s'il y avait deux esthétiques. Il y a la rue, il y a les gens dans la rue, les vêtements, les voitures, on a l'impression que c'est un truc qui a 100 ans. Et puis il y a les plans d'intérieur, où là d'un seul coup, les costumes, les murs, la façon dont ils filment les gens dans l'espace, c'est très moderne par rapport au cinéma de l'époque. C'est-à-dire que du coup, quand Godard sort, son film devient vieux, et quand les personnages sortent, le film devient vieux, et quand les personnages sont chez eux, le film est moderne. Il y a une espèce de hétérogénéité, si vous voulez, entre les plans, dès les débuts. Chez Godard, c'est une chose assez extraordinaire, c'est-à-dire que quand, même dans Vivre sa vie, ou etc., c'est-à-dire que dès qu'on voit les voitures, elles sont très vieilles. Enfin, elles ne sont pas de l'époque du jeu des acteurs. Parce qu'évidemment, le jeu des acteurs est un jeu extrêmement moderne, et le reste, du coup, paraît assez poussiéreux. Alors, il s'est amusé. Bon, ce film, évidemment, joue avec Jacques Tati. C'est-à-dire, il y a des plans qui viennent directement de Tati, notamment les plans sur la façade avec le type qui court le long de la balustrade pour aller dire que l'autre l'appelle, ça vient direct de là. C'est-à-dire que Godard a été très fasciné par les films de Jacques Tati de l'époque. Et donc il y a un côté Tati, et puis il y a un côté très bizarre chez Godard, c'est quand il fait des plans dans la rue des gens. Mais il les fait comme ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait des acteurs. Il y a des plans où il n'y a pas d'acteurs du film, c'est-à-dire il fait comme des plans de télé, enfin, ou je sais pas quoi, et il les intègre dans le film sans qu'il y ait l'alibi des personnages. Alors, et puis il y a le truc un peu comme ça, rigolo, où il demande si il arrête des hommes pour leur dire s'ils veulent faire un enfant à Angela, qui sont, évidemment, c'est pris de loin, les gens ne savent pas que c'est du cinéma. Et donc là, c'est un petit jeu, bon, ça fatigue un peu, mais si vous voulez, ça veut dire qu'il mélange des façons de filmer les gens très différentes dans le film. Et vous avez vu, il accueille les amis, enfin il accueille Jeanne Moreau, il accueille Marie Dubois, c'est-à-dire il prend des gens qu'il aimait bien de l'époque et il les fait passer dans son film avec des gags, puisque chaque fois c'est un gag, surtout sur Jeanne Moreau, elle fait un plan, Jeanne Moreau elle vient, elle fait un plan, elle est invitée, et il s'amuse avec comment ça va avec Julie Gym, etc. Donc il y a cette idée le film est accueillant, et le film accueille quelqu'un qui est à l'époque, si vous voulez, qui n'est pas dans le film, c'est Agnès Varda. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent d'Agnès Varda dans ce film. Agnès Varda Godard et Anna Karina étaient assez amis avec Agnès Varda et Jacques Demy à l'époque. Notamment, ils partaient en vacances ensemble parfois, ce qu'on retrouve dans Pierrot le Fou. Dans Pierrot le Fou, il y a des scènes qui viennent directement des vacances qu'ils ont passées, les deux couples, si vous voulez, entre eux. Donc là, il y a des trucs de Varda, pas mal, je trouve, et notamment le coq à l'âne. C'est-à-dire, Varda était quand même très forte sur le coq à l'âne, et il y a de ça, disons, dans ce film. Alors, une autre chose qui est très godardienne dans le film, c'est que quand Godard écrit un scénario, il le refera dans Pierrot, etc., à un moment, au lieu de se mettre à écrire, il prend des phrases du scénario et il les met dans le film, directement. Il ne prend pas la peine, si on peut dire, il dit, après tout, je l'ai écrit, ça suffit. Et là,
les phrases qui sont écrites comme ça, du coup le scope c'est bien parce que ça lui permet de faire des longues phrases, elles viennent directement elles sont extraites du scénario, si vous voulez. Et dans Pierrot, la voix off n'arrête pas de dire des phrases qui sont celles du petit scénario, si vous voulez. Donc c'était un truc à lui, mélange de paresse, et puis l'idée, bon, puisque je l'ai écrit une fois, je vais pas le refaire, ça suffit. Ce que j'ai à dire, je l'ai écrit dans le scénario, donc je le dis dans le film et je le dis au spectateur. Si vous voulez, l'idée qu'il n'y a pas besoin de tout réinventer, retravailler, etc. Donc c'est assez marrant là, je trouve. Enfin Et alors évidemment, il y a quelque chose qui est très godardien, c'est l'usage des objets, l'usage, le vélo dans l'appartement, les livres pour dialoguer, etc. C'est-à-dire des détournements de la fonction des objets. Et ça va jusqu'au gag de quand elle jette l'œuf en l'air, elle va téléphoner, elle revient, l'œuf tombe dans la poêle. C'est-à-dire l'idée de décaler le réel en prenant des choses du réel, mais en les détournant, en les décalant, en faisant avec un petit peu des gags. Alors j'en avais un tout petit peu parlé au début, donc le climat entre Godard et Anna Karina était au beau fixe à l'époque, puisque bon, l'histoire, hein, quand ils ont tourné Petit Soldat, Godard est tombé amoureux d'elle, mais et donc elle était persuadée qu'à la fin du film, il allait l'accueillir chez elle. Enfin, chez elle, il a jamais, à cette époque-là, il n'avait pas de chez lui, mais enfin, il allait vivre avec elle. Et donc, elle part en voiture avec lui, il rentre à Paris, et là, il lui ouvre la porte, il lui dit au revoir. Donc, déprime absolue pour elle, parce qu'il était absolument persuadé que c'était une histoire d'amour et que Godard allait la garder. Donc, après, il monte le film et il n'appelle pas. C'est-à-dire, pendant assez longtemps, elle est sans nouvelles de lui, donc elle pense que l'histoire est finie. Et ça la rend évidemment très malheureuse. Et puis, il loue un appartement et il lui dit, viens, tu peux venir vivre, on va vivre ensemble là. Donc évidemment, vous imaginez l'état, elle, dans lequel elle était. Et le moment de ce film, c'est le moment peut-être le plus heureux de leur vie de couple. Mais avec Godard, la vie de couple n'est jamais totalement heureuse de toute façon. Je veux dire que c'était pas le truc comme ça. Et il y a des traces de ça dans le film, qui a l'air pourtant très, très... Et sur la cruauté. C'est-à-dire que Godard... Donc d'abord, Godard, il piquait les choses dans la vie, comme Bergman. C'est-à-dire, il y avait des bouts de dialogue qui s'étaient dit la veille, il les mettait le lendemain dans le film direct. C'est-à-dire, il ne faisait pas de transposition des choses. Donc, il prélevait les choses immédiatement et il s'en servait dans ses films. Mais ça, tout le monde le savait, finalement. Je veux dire que du coup, il n'y avait plus de malhonnêteté puisque les gens qui tournaient avec Godard savaient que Godard piquait des trucs en direct, comme ça. Avec les femmes, c'était parfois plus compliqué. Donc là, par exemple, il y a un truc de cruauté dans ce film, assez bizarre, à un moment où ils sont très bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la scène, vous vous rappelez, où ils sont dans le café, avec Belmondo, elle est un peu longue d'ailleurs, enfin moi je trouve la scène, et donc il y a l'histoire de la photo, c'est-à-dire il lui sort une photo pour lui dire, tu vois, tu crois qu'il est fidèle et tout, mais regarde, il rencontre d'autres femmes. Alors la photo qu'on voit dans le film n'est pas celle que Godard a utilisée. C'est-à-dire que Godard a dit à Anna Karina, voilà, il va te sortir une photo, il lui décrit la photo qu'on voit dans le film. Et en fait, au dernier moment, il donne à Belmondo une autre photo, qui est une photo de lui avec une femme. C'est-à-dire que tout ça sur la cruauté, tout ça pour qu'elle soit en état de pleurer, d'être très émue. Et à ce moment-là, bon, c'est le côté Bergman, c'est-à-dire qu'il filme le visage de son actrice en la mettant en très mauvais état pour qu'elle donne quelque chose pour le film, si vous voulez. C'est-à-dire, l'idée, c'est que
bon, il n'y a pas que lui, hein, c'est tous les cinéastes de la cruauté, c'est l'idée que le plus important, c'est le film. Et si on fait, enfin, c'est pareil pour Kiarostami, c'est pareil, c'est-à-dire il y a des grands cinéastes pour qui le film autorise ça. C'est-à-dire si je veux un très beau plan dans la Carina qui est vraiment ému, je fais une petite saloperie comme ça et j'attrape quelque chose d'elle, si vous voulez. Bon, il a toujours fait ça, hein, Godard. Il a toujours fait ça avec à peu près toutes ses actrices. Et ses acteurs, mais les acteurs, ils sont plus blindés, si vous voulez. C'est-à-dire, surtout là, dans la situation où c'était. Donc, la scène est magnifique, hein, parce que là, il la filme très longtemps, et vous avez vu, il découpe le gros plan dans la Carina, c'est-à-dire la caméra a tourné, il a dû en faire pas mal, et pour attraper tous les états dans lesquels la met le fait d'avoir vu cette photo de sa trahison. C'est-à-dire, ça devait être une maîtresse de Godard ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ça fait partie des méthodes amorales de Godard, de Buñuel, si vous voulez. Ça, c'est ce que Bazin appelait les cinéastes de la cruauté. C'est-à-dire, on a le droit d'être cruel si c'est bon pour le cinéma. Pour aller vite, évidemment, c'est un truc dangereux. Mais bon, Godard, il y allait fort, hein, sur ça, sur d'autres choses, disons, de ce type. Et moi, Anna Karenina m'avait raconté ça une fois. Parce que dans ce film, vous avez vu, Anna Karenina est très maquillée. Godard détestait que les acteurs se maquillent, ou alors juste un maquillage de ville, c'est-à-dire Godard, le rêve de Godard, c'était qu'il n'y ait pas de maquilleuse sur le film. Parce que d'abord, ça faisait quelqu'un en trop, en plus, etc., par rapport à l'équipe. Et pour lui, les actrices devaient se maquiller elles-mêmes comme elles se maquillaient dans la vie. Il ne voulait pas non plus les empêcher de se maquiller, mais l'idée qu'il y ait une maquilleuse professionnelle, ça ne lui plaisait pas. Et là, il a accepté, évidemment, qu'il y ait une maquilleuse, puisqu'elle était actrice, enfin, elle était en scène, etc. Il fallait donc qu'elle ait un maquillage. Et elle était très contente, Anna Karenina, parce qu'elle aimait bien se maquiller, enfin avoir des yeux très maquillés comme elle a là. Du coup, après ça n'existera plus. Hein. Dans Pierrot le Fou, elle est maquillée naturelle, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le film où peut-être Godard l'a poussée à être très très maquillée. Et alors, la maquilleuse avec qui elle a fait ça, enfin c'était une maquilleuse avec laquelle elle avait travaillé sur un autre film, pas de Godard, et du coup elle le dit à Godard, je veux que ce soit elle, et cette maquilleuse a été la maquilleuse d'Anna Karenina toute sa vie après, dans tous les films, hein, que ce soit ceux de Godard ou des autres, c'est-à-dire elle a été une amie absolument permanente d'Anna Karenina, et moi j'ai un souvenir avec elle. À un moment, je cherchais des photos de Godard par rapport au livre et tout ça, et donc j'avais demandé à Anna Karenina si elle voulait bien me montrer les photos de Godard qu'elle avait, et elle me dit à cause de l'homme avec qui je vis maintenant, il n'y a pas une photo de Godard chez moi, c'est-à-dire je les ai ailleurs. Je lui ai dit, elles sont où? Et elle me dit, elles sont chez ma maquilleuse. Et donc elle me dit, si vous voulez voir les photos, elle me donne le rendez-vous, c'était à Montparnasse, on va chez elle. Et donc on arrive chez la maquilleuse qui avait toutes les photos qu'Anna Karenina avait de Godard. Et ça faisait un paquet de photos, hein. Il y en avait absolument beaucoup. Et là, bon, Anna Karenina était quand même quelqu'un de très émouvant, parce que très vite elle pleurait, enfin elle était et regarder toutes les photos de sa vie avec Godard, ça a été un moment, ça a été une soirée très longue, parce qu'en plus avec la maquilleuse, elle buvait beaucoup de vin blanc. J'étais obligé de faire pareil pour être dans l'ambiance et pas faire celui qui boit pas de vin blanc. Et donc là, Anna Karenina m'a dit énormément de choses sur sa vie avec Godard. Je dis, elle n'était pas avare de ça, hein. Je veux dire, elle ne faisait pas ça qu'avec moi, c'est-à-dire, si on l'a lâché sur sa vie avec Godard, on ne l'arrêtait plus, quoi.
Voilà, je me demandais quand j'allais rentrer chez moi. J'habitais en banlieue à l'époque. Et donc la soirée a duré jusqu'à 3 heures du matin à boire du vin blanc et à pleurer. Enfin, Anne-Karina pleurait sur les photos de sa vie avec, de sa vie avec Godard. Alors, c'est très difficile d'écrire qu'est-ce que c'est que la beauté du cinéma dans ce film. C'est une beauté des rythmes, des couleurs. Anne-Karina, avant tout, c'est-à-dire c'est quand même un film incroyable sur une femme, sur une actrice et une femme. Elle a eu de la chance aussi, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'actrices qui ont eu au début de leur carrière un film comme ça. C'est-à-dire c'est un film pour elle, sur elle, à sa gloire, comme ça. Et elle en a profité. C'est-à-dire on voit que elle attrape tout, quoi. C'est-à-dire tout ce que Godard essaie de lui proposer, de lui faire faire, elle le fait avec joie, avec générosité. Donc pour moi, c'est un film magnifique sur l'actrice, pas que sur elle, sur la question de l'actrice. C'est-à-dire que sur l'actrice, il y a très peu de films où il y a toutes ces facettes, parce qu'il y a beaucoup de facettes d'elle, disons, dans le film, et évidemment, elle l'a senti très fort, ça. C'est-à-dire que pour elle, ce film-là, ça a été un truc inoubliable. Et Godard, qui parfois a dit du mal de ses films anciens, a fini par dire que c'était un de ses films préférés, ce qui est bizarre, parce que c'est un film qui n'a pas marché, c'est un film qui aurait pu pour lui être un peu, je ne sais pas, quelque chose de raté. Et en fait, non, il a gardé, même lui, beaucoup de tendresse pour ce film. Et aussi, évidemment, à cause d'Anne-Karina, même si à Godard, quand il quitte quelqu'un, c'est terminé. Je veux dire, il ne voit plus les gens, il ne leur parle plus, il ne leur téléphone plus. Godard est quelqu'un qui coupe tout comme ça, et y compris avec Anne-Karina. C'est-à-dire qu'une fois, il y avait eu une émission de télé horrible à la télé où un type de la télévision avait eu l'idée de surprendre Godard en lui amenant Anne-Karina, et ça a été une horreur. Parce que, bon, il a été gentil, enfin, il a essayé d'être gentil, mais pour lui, c'était insupportable, cette histoire-là. Voilà, c'est un rapport, alors ça, très difficile à comprendre, hein, de Godard, c'est-à-dire, on efface, quoi. On efface tout, y compris les choses qui ont été très importantes dans sa vie, il les efface. Il reste plus, voilà, il veut plus rien savoir de son passé personnel, enfin de son passé amoureux notamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il ne faut pas que ça laisse, comment dire, il ne faut pas jamais de nostalgie. Alors que dans ces films, il y a de la nostalgie, mais au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie du passé chez lui, jamais, y compris, voilà, à part sur le cinéma, mais sur le reste, il n'y en a pas. Alors, ce film, en fait, a été tourné 2 fois, puisque quand Godard a écrit le scénario en 1959, il s'appuyait sur un texte qui s'appelait Prénatal, qui était fait par j'ai oublié le nom, quelqu'un qui était une actrice, et ce texte a déjà été adapté avant par un autre cinéaste. Donc évidemment c'était très dangereux pour Godard, parce que le producteur aurait pu dire on ne va pas refaire 2 fois le même film, et en fait pas du tout. Beauregard s'est dit si c'est Godard qui le fait, ça n'aura plus rien à voir avec l'autre film. Et du coup, ça n'a pas été un argument pour dire on ne va pas faire ce film, puisque quelqu'un a déjà fait la même histoire exactement, quoi. Mais il s'est dit, comme c'est du Godard, ça ne peut pas ressembler, disons, voilà, à l'autre film qui a été fait sur le même sujet. J'ai un trou sur le nom, mais je peux vous le dire, de l'autre film. Je crois que c'est Ce soir ou jamais, qui est basé exactement sur la même histoire. Enfin, une histoire, c'est beaucoup dire, puisque c'est à peine une histoire. C'est un thème, enfin, sur cette histoire de désir d'enfant. Je ne sais pas, vous avez à vous de parler un peu, si vous voulez. En tout cas, ce film, c'est pas que de la nostalgie. Quand je vois ce genre de film,
je me dis qu'aujourd'hui, c'est impensable qu'un cinéaste arrive à faire ça. C'est pas pour son talent. C'est-à-dire, personne ne voudrait d'un film comme ça aujourd'hui. Aucun producteur, aucune chaîne de télé. C'est-à-dire, c'est des choses... À un moment, il y a eu un climat en France, dans la production, qui permettait de faire ça. Et ça a totalement disparu. C'est-à-dire, un film comme ça, aujourd'hui, aucun jeune cinéaste ne pourrait dire « je fais ça ». Personne n'y croirait, ça ne marcherait pas. Voilà, ça serait... Je vous écoute. Alors, j'ai plusieurs questions. C'est pour ça que je les ai notées là. Vous avez dit au début de la conférence donc, que le film, donc, on a vu Une femme est une femme, avait été écrit avant À bout de souffle. Oui. Et donc pourtant, ce que j'avais trouvé assez marrant, c'est qu'à un moment, donc Belmondo cite À bout de souffle justement Oui. dans le film. Donc ça a été rajouté plus ou moins après, ou est-ce que le scénario d'À bout de souffle avait déjà été écrit au moment où ils avaient écrit du coup Une femme est une femme, je sais pas. Oui, dans Une femme est une femme, il fait venir Belmondo, évidemment. C'est lui qui a découvert, c'est lui qui a fait connaître Belmondo. Et donc, c'est un gag, Belmondo dit « il faut que je sorte parce qu'il joue à bout de souffle ». Mais il ne dit pas « parce qu'il y a mon film ». C'est comme s'il était un Parisien normal, et il y a à bout de souffle et il veut aller le voir. Donc ça, c'est un gag très, très godardien. Alors ensuite, du coup, j'avais une autre question, c'est... je pense connaître la réponse, mais je préfère quand même demander parce que, voilà. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer dans le film qui sont, alors, vues de notre point de vue actuel, assez anachroniques. Je pense surtout, en fait, aux relations hommes-femmes qui sont très différentes de celles qu'on peut connaître aujourd'hui. Et enfin, il y a des aspects qui peuvent même paraître choquants de nos jours. Et du coup, je me demandais, donc, est-ce que vraiment, quand il filme ça de cette manière-là parce que c'était comme ça que ça se passait à cette époque-là, ou est-ce qu'il avait déjà un regard un peu critique sur cette manière de fonctionner, par exemple l'humain aux fesses, on avait déjà vu ça dans À bout de souffle le mois dernier, et ouais, donc je me demandais est-ce qu'il avait déjà un peu un regard critique dessus, ou est-ce que c'est juste que c'est comme ça que ça se passait? Bon, c'est un film, comment dire, d'abord, comme tous les films, on peut toujours trouver des choses qui aujourd'hui paraissent un peu choquantes. Moi, là, pas du tout. Je veux dire, parce que c'est tellement du jeu. Et dans ce film, en plus, le personnage de la fille, c'est le personnage fort. C'est elle, le vrai personnage, et elle sait ce qu'elle veut. Elle ruse avec les deux hommes pour avoir ce qu'elle veut. Elle finira par avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire celle qui a la main, c'est elle. Et les hommes, à côté d'elle, sont un peu faibles comme personnages. Ils sont bons comme acteurs, mais c'est des petits personnages. Le grand personnage, c'est elle, et celle qui dirige tout, c'est elle. Alors, les choses qui, effectivement, peuvent paraître un peu rétro, c'est que c'est elle qui fait la cuisine, mais bon, aujourd'hui encore, ça existe. Je veux dire, c'est pas... en tout cas, Godard, par rapport à ça, sur le fond de la question, Godard, c'est tout le contraire d'un petit bourgeois qui aurait des valeurs de macho, etc. C'est le contraire, réellement, Godard, si vous voulez. C'est-à-dire que, sauf qu'il filme l'époque où il tourne. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Mais il ne se prend jamais au sérieux sur ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une scène où on se dit quel salaud par rapport au personnage d'Anna Karina, c'est-à-dire c'est toujours un peu au second degré, c'est toujours drôle, voilà. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est elle, le personnage, c'est pas les deux garçons. En plus, les deux garçons, comme ils sont symétriques, ils s'annulent l'un l'autre, c'est-à-dire que Belmondo est un personnage faible dans le film. Brialy est plus malin, enfin Brialy joue de façon plus maligne, mais finalement, ni l'un ni l'autre n'a ce qu'il veut, puisqu'elle ne couche pas avec Belmondo, et finalement, elle obtient de Brialy qu'il lui fasse un enfant. Donc, c'est elle qui gagne sur tous les terrains, avec
Et elle gagne avec tous les moyens qu'elle a, c'est-à-dire la séduction, l'humour, la vivacité. Donc voilà, pour moi, hein, c'est le contraire d'un film, disons, macho ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment le contraire. Dans les films de l'époque, si on compare avec d'autres films à peu près du début des années 60, c'est même extraordinaire. Il n'y avait pas de film qui présentait le couple comme ça, quoi. Et bon, c'est assez drôle puisque évidemment ça a à voir avec son couple à lui. À ce moment-là, pendant que le film se tourne. Donc, on est branché en direct sur le couple Godard-Carina, qui était un couple pas simple, hein, évidemment, par rapport à tout ça. Mais j'imagine que Godard ne demandait pas à Anna Karina de lui faire du rôti. Je suis même sûr que non. Que c'était pas du tout ça leur rapport de couple, si vous voulez, évidemment. Et alors, du coup, j'avais juste une dernière question. Vous avez dit donc qu'il était assez cruel avec ses acteurs. Vous avez cité l'exemple de la photo où il l'avait surpris en mettant une autre photo que celle qu'il avait décrite. Moi, ça m'a fait penser à ce qu'avait dit Hitchcock sur le fait que les acteurs doivent être traités comme du bétail. Et je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que ce soit à peu près à la même époque, un peu, même Hitchcock était un peu avant, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux, la façon de penser? Est-ce que c'était l'époque qui faisait ça ou pas du tout? Non, c'est presque le contraire. Parce que Hitchcock dit, l'acteur, c'est un instrument. Il doit faire ce que je veux, il doit faire ce que je veux pour que ce que je veux soit à l'image. Et il n'y a pas de psychologie à faire avec l'acteur. L'acteur doit obéir à ce que j'attends de lui. Et Godard, c'est le contraire. Godard, il dit, je ne peux pas faire de film sans que l'acteur me donne ce qu'il est. C'est le contraire, hein, d'une certaine façon. Même si Godard avait beaucoup d'admiration pour Hitchcock, mais pour Hitchcock, l'acteur, voilà, c'est quelqu'un qui doit être très malléable, qui ne doit pas poser de questions, et qui doit faire au millimètre ce que Hitchcock lui demande. Godard, c'est le contraire. Godard, il dit, moi, je suis incapable de diriger l'acteur à la façon classique, en disant, tu vas dire ça, tu vas te déplacer, tu vas regarder le miroir. Il n'a jamais fait ça, Godard, parce qu'il ne sait pas faire. Enfin, je veux dire, c'est pas son... Godard, il dit, mon personnage n'existe qu'à moitié dans le scénario. L'autre moitié, c'est l'acteur qui le remplit. C'est-à-dire, et s'il ne le remplit pas, je ne peux pas faire le film. C'est-à-dire, Godard pense que le personnage, c'est un mixte entre une idée que lui a en tête, mais après, c'est l'acteur qui doit amener le tout, quoi, le corps, le langage, le dialogue et tout. Et il a toujours fait ça, Godard. C'est-à-dire, donc c'est la position de Godard par rapport à l'action de l'acteur, c'est le contraire, celle d'Hitchcock. Même si, évidemment, en tant que cinéphile, il adore le cinéma d'Hitchcock et les actrices d'Hitchcock, mais à son époque, c'est plus possible. Enfin, lui, il dit, voilà, c'est plus possible. Je ne vais pas demander à l'actrice de faire 3 pas et puis de se retourner, de regarder à gauche et dire, c'est fini ça. Enfin, pour lui, c'est un cinéma qu'il admire, mais qui est terminé. Le cinéma moderne, pour lui, ça ne peut plus être ça. Et il y a aussi le fait, qui est quand même important, c'est que Hitchcock, quand il faisait un film avec Grace Kelly, il avait... un tournage en studio avec 200 techniciens et 14 semaines de tournage. Godard, il tourne ça en 5 semaines. C'est-à-dire, si vous voulez, le côté maîtrise absolue, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut dire que si Grace Kelly, elle tient le téléphone comme ça et qu'il y a un reflet sur le téléphone, on le refait 20 fois. Tant que Hitchcock ne dit pas, là, le reflet est au bon endroit. Dans le cadre, si vous voulez, ou bien ta tête n'est pas assez droite. Ça, c'est le contraire, si vous voulez, et ça, bon, évidemment, ça vient de Rossellini et ça vient de Bergman. C'est-à-dire que le cinéma où l'acteur est un objet, c'est détruit par Bergman dans Monica, 1953. Rossellini, quand Rossellini fait venir Ingrid Bergman, elle ne comprend rien. C'est-à-dire qu'elle arrive de chez Hitchcock.
Et Rossellini lui dit, je vais quand même pas te dire comment tu marches, je vais quand même pas te dire comment tu dois bouger, ni les mimiques que tu vas faire. C'est toi ça, c'est toi que je veux. Et tu fais, voilà, le film, le personnage t'appartient autant à toi qu'à moi, en gros. Bon, c'est pareil avec Monica, hein, c'est-à-dire en gros, ce changement radical de conception de l'acteur, c'est au début des années 50. C'est-à-dire que quand Godard commence à faire des films, ça a déjà 10 ans. Hein, Monica, il connaît par cœur. Je veux dire, Voyage en Italie, il connaît par cœur. C'est-à-dire que la révolution, elle a eu lieu là, quoi. Elle a réellement eu lieu là. Oui. Oui, je veux juste faire un commentaire par rapport au début du film, en le revoyant. Ce qui m'a surpris et ce que j'ai trouvé à la fois déstabilisant et très beau, en fait, c'est qu'on voit bien qu'on entre dans une comédie musicale. Et d'habitude, dans une comédie musicale, en tout cas dans les classiques en fait, américains, tout est très lié, etc. Et là, en fait, dès le début, en fait, on est constamment, tout est haché, tout est en rupture en fait. Même avant qu'il y ait de la musique, hein, d'ailleurs, je crois que quand elle change, elle sort dans la rue, il inverse les choses d'ailleurs, parfois il y a du bruit, parfois il n'y en a pas. Et puis évidemment, quand elle commence à chanter, la musique s'arrête, et etc. Et j'ai trouvé ça très beau, mais en même temps aussi déstabilisant et presque éprouvant en fait, c'est-à-dire en tant que spectateur, parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça nous secoue en fait. C'est cassé, c'est voilà. Souvent assez cassé. Ça ne prend jamais le temps, comme un accord musical, de faire un mouvement musical ample. Voilà. C'est toujours des petits bouts, des petites... Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Godard a eu cette démarche Bon, d'abord parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Parce qu'il n'a pas les moyens de faire même ce que font les Larieux. Parce que les Larieux, quand même, il y a le chant, il y a la musique, et il développe des morceaux. Et Godard, il n'a pas les moyens, il n'a pas envie. Et en plus, il a une idée de fou, c'est que la comédie musicale, par définition, c'est post-synchronisé, puisqu'on a l'orchestre et le chanteur qui sont mimés par le chanteur. Enfin, en tout cas, quand le morceau de musique commence, il n'y a jamais de direct. C'est-à-dire que l'acteur fait semblant de chanter et la voix est déjà mixée avec la musique. Et Godard, d'abord, c'est une idée de fou, c'est une comédie musicale, c'est le contraire du son direct. Comédie musicale, c'est pas du son direct, c'est impossible. Et en plus, comme il tient au son direct, il dit c'est pas grave, je mixerai des petits bouts de musique par rapport à ce qu'ils diront. C'est-à-dire que quand parle ou chantonne, il n'y a pas la musique. C'est-à-dire que c'est lui qui après il met un tout petit peu des bribes de musique sur les. Donc, il est persuadé, Godard, que c'est à cause de ça que le film n'a pas marché. Il dit le film n'a pas marché parce que c'est un film trop cassé, j'ai trop fait de ruptures, j'ai trop fait de choses qui ne se font pas, enfin, dans le passage effectivement des plans, parce qu'effectivement, il s'amuse. Quand elles sont dans la rue, à un moment, le son s'arrête complètement, c'est-à-dire il fait un trou dans le son, c'est le contraire de la comédie. Mais il dit, il s'explique là-dessus, hein, il dit, parce que j'ai adoré la comédie musicale, mais je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus en faire. C'est-à-dire que, du coup, ce que je filme, ce n'est pas une comédie musicale, c'est la nostalgie par bribes d'une comédie musicale. En gros, c'est ça. Il fera pareil avec Alphaville, c'est nostalgie d'un certain type de cinéma. Comme Godard a vraiment aimé le cinéma, il a des réminiscences de choses. Il aurait aimé être de l'époque où c'était possible, en gros, pour aller vite. Et comme il sait que l'époque n'est plus possible, il fait des choses qui sont c'est pas des parodies, hein, parce que c'est jamais parodique. C'est des bribes, des réminiscences, c'est de la nostalgie à l'état pur. Et ça, c'est la nostalgie à l'état pur. Et même sur la danse, par exemple, au lieu parce qu'après tout, Anna Karina, elle aurait pu un peu danser avec Belmondo. Je pense qu'ils auraient été capables de le faire. Mais en fait, c'est des images quand ils sont
dans l'espèce d'entrée, là, où ils prennent des positions fixes, et Godard passe d'une position fixe à une autre position fixe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'idée qu'en 61, il peut faire danser les acteurs. Et voilà. Alors que Anna Karenina devait être assez habile, enfin, je suppose qu'elle devait être capable de danser. Et Belmondo, je pense aussi. Brialy, je ne sais pas, encore que. Mais c'est pas son projet. En gros, il dit, voilà, je veux filmer le fait que ce que je voudrais faire, je ne peux plus le faire. Après je passe le micro. Est-ce qu'il est conscient, en fait, de décevoir finalement le spectateur quelque part, parce qu'on attend quelque chose qu'il ne donne pas, quelque part. Enfin, comme toujours Godard, il est déçu alors que c'est ce qu'il a voulu pour aller très vite. C'est-à-dire Godard, il fait toujours ça. C'est-à-dire il dit, voilà, je vais faire ça dans le film et tout. Après, il ne le fait pas. Et après, il dit, pourquoi ils n'ont pas aimé ? En gros, pour aller... Bon, c'est l'histoire de Godard, hein, c'est-à-dire la plupart des... Sauf Le Mépris. Parce que Le Mépris, c'est le seul film non cassé. Le Mépris est le film, justement, qui est harmonieux, où il y a... Tout est harmonieux. Et c'est le seul film... Parce que Godard, le principe de Godard, c'est simple. Il filme, il fait des choses très belles, et au montage, il casse. Il casse. Il dissocie, il coupe, il mixe, etc. Le Mépris, non. C'est pour ça que Le Mépris, pour beaucoup de gens, c'est un vrai film de Godard. Enfin, c'est le film. Si Godard avait fait des vrais films, il aurait fait d'autres Mépris pour aller vite. Sauf qu'il en fait un et après, ça va. Il passe à autre chose et au contraire, après, il va casser de plus en plus. Quand on voit 2 ou 3 choses, etc., quoi, il y a un truc de négativité, enfin. Et je sais que, peut-être que je l'ai déjà dit, mais moi, je suis allé 2 ou 3 fois sur des tournages de Godard. Et une fois, j'ai vu les rushs en Suisse, Sauf qui peut la vie. Il m'a invité à voir les rushs le soir. Et j'étais ébloui des rushs. Il y avait des plans sublimes, plus rien dans le film. Ou alors cassés. C'est-à-dire que des choses qui étaient très très belles, j'ai été très, très déçu, enfin, d'une certaine façon. C'est-à-dire l'idée que... Et dans Passion, c'est évident. C'est-à-dire dans Passion, il fait des plans sublimes et il les casse. Voilà. C'est un rap... Bon, c'est... D'abord, c'est l'idée de Barthes, hein, c'est-à-dire être moderne, c'est savoir ce qu'on ne peut plus faire. Pour les écrivains ou pour... c'est-à-dire, Godard, c'est ça. C'est-à-dire, je sais ce que j'aurais aimé faire, mais qu'on ne peut plus faire. C'est pour ça que Carax est intéressant par rapport à ça, parce que Carax, il a le même sentiment que Godard. Il dit, j'arrive trop tard, tout ce qui a été génial, je peux plus le faire, puisque c'est plus l'époque. Mais, sauf que Carax, il essaye de croire qu'il peut le faire. Godard, non. En gros, pour aller vite, la différence entre les deux, c'est celle-là, quoi. Du coup, finalement, Carax est plus nostalgique que Godard des anciennes formes, parce que lui, il se dit, voilà, si j'ai beaucoup d'argent, si je me bats, j'y arriverai quand même. Et Godard, il dit, je ne vais pas me battre pour chercher de l'argent et tourner 3 mois, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire un truc en 5 semaines sur ce que j'aimerais faire. En gros, c'est ça que chez Godard, il y a toujours l'idée, il y a le film que vous voyez, et ce film, c'est un peu des restes du film que j'aurais aimé faire, mais que j'ai pas fait, mais que j'ai pas fait volontairement, pas que j'ai raté. C'est-à-dire, bon, ça, c'est une constante, hein, sur la négativité à l'œuvre chez Godard, elle est énorme. Voilà, sauf après Godard, il y a des moments où d'un seul coup, il se laisse aller, et il fait un plan sublime, et il le coupe pas. Mais c'est très rare, parce qu'il a horreur du chantage au spectateur. Il a horreur de dire au spectateur, ce que Carax, lui, par contre, il y va, regarde ce que je suis génial. C'est Godard, il casse ça, je veux dire. Voilà, il veut pas qu'on pense de lui, qu'il pense qu'il essaye de faire un truc de génial. Et quand il le fait, il se débrouille pour le casser. Bon, je pense le plan, par exemple, dans Passion, des entrées des croisés à Constantinople. Il y a un mouvement de caméra absolument incroyable
qui arrive sur l'élévateur, qui montre Myriam Roussel, comme ça, là, qui est un des plus beaux plans que je connaisse au cinéma. Godard fait plein de prises et il prend celle qui est accidentée. C'est-à-dire à un moment, les manivelles ne marchent pas, le plan fait ça, et il prend cette prise-là. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être dans l'harmonie totale. Pour Godard, l'harmonie totale, c'est une escroquerie. C'est-à-dire, même quand il a envie de faire des choses harmonieuses, il dit on n'a pas le droit. Le monde n'est pas harmonieux, le monde est un chaos. Et donc, on peut prélever des moments de beauté, mais on ne peut pas faire un film entier sur la beauté lyrique, etc. C'est dégoûtant. En gros, l'idée de Godard, c'est que c'est dégoûtant de faire ça. Et en plus, il pense que c'est facile. Et je crois qu'effectivement, quand il veut le faire, dans le mépris, il le fait. Je veux dire que, du coup, c'est pas qu'il ne sait pas le faire, c'est que pour lui, c'est dégoûtant par rapport à l'époque, par rapport au cinéma, etc. Du coup, effectivement, il a perdu beaucoup de public à cause de ça, puisque les gens, le sujet les fait venir et tout, et après ils sont déçus parce qu'ils attendent un film plein et que c'est jamais un film plein. C'est un film toujours un peu cassé. Après coup. Et le travail de montage pour Godard, c'est un travail de faire de l'harmonie et casser l'harmonie, toujours. C'est-à-dire il bascule des deux gestes comme ça, voilà. Alors il y a quelques films un peu miraculeux quand même par rapport à ça, Si je vous salue Marie, où là, il casse pas trop. Parce qu'il croit au sujet, parce que cette histoire de la Vierge, ça le concerne vraiment. Et donc là, il s'autorise à être plus harmonieux que d'habitude. Oui, à propos de la comédie musicale, de la danse et du chant, de la musique qui accompagne, je trouve que ce qui est justement intéressant dans ces postures, ces positions de danse que prennent Anna Karina et Jean-Paul Belmondo, c'est que j'ai l'impression qu'il nous fait confiance à nous, spectateurs, et qu'il nous dit, vous savez ce que c'est qu'une comédie musicale, que la danse, donc je ne vais pas essayer de vous faire parce que je vous montre, je vous l'évoque, je vous mets des petits morceaux. Et justement, je trouve ça formidable qu'il ait confiance en nous, que vous, les comédies musicales, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin d'insister. Et... Bon, c'est un un film magnifique et avec Anna Karina. En plus, c'est très touchant parce qu'on l'avait vu. Jean-Paul, tu étais là quand Anna Karina est venue. Donc, elle est décédée peu de temps après. Et c'est vrai qu'elle avait toujours cette personnalité un peu de jolie femme, mais qui reste enfantine. Et je trouve que c'est un film sur la femme, avec un amour incroyable pour la femme en général. Et la dernière phrase des dialogues, c'est tu es un femme, non une femme. Voilà. Et alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué pendant tout le film, et je l'avais moins remarqué la première fois où je l'ai vu, je me disais, tiens, il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. C'est qu'on a l'impression que ces personnages qui sont adultes, et en particulier Anna Karina, et Jean-Claude Brialy, leur relation de couple, on a l'impression que leur relation de couple, c'est comme une relation d'enfants, de frères et sœurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de proposer des jeux, et entre autres, je dis quelque chose et l'autre le répète, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il ne répète plus, puisqu'elle lui redit « je veux un enfant ». Et là, ça arrête, bien sûr. Tout à fait. Et en fait, tout le film est construit un peu de cette manière-là. Même le dernier, finalement, il lui dit « tu es une femme ». Non, une femme. Et, tout à fait. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce que je ne veux pas oublier, et puis c'est une question que je vous pose d'ailleurs, c'est que les objets, donc c'est un film qui est sorti en 61, on est d'accord, oui. Et qui a été fait en 60. En 61. 61. Oui, parce qu'en 60, il a fait Le Petit Soldat. Voilà, alors j'ai quand même deux questions à vous poser. Donc la première, c'est celle-là, c'est-à-dire que j'adore chez Godard la manière dont il pose les objets pour bien qu'on les voit, voilà. Et surtout que là, l'appartement est tout blanc, donc évidemment, ils sont en évidence. D'abord, il y a une harmonie de couleurs, ce rouge qu'on retrouve partout par petites touches. Et
je me suis toujours demandé si ces objets, il a la prémonition qu'un jour ils vont disparaître et que nous, ça nous fera toujours plaisir de les revoir, hein, parce que vous trouvez la scène de la chanson de Charles Aznavour qui est magnifique, un peu longue. Pour moi, c'est délicieux, quoi, parce que ces jukebox-là, je ne sais pas si je les ai connus, si je m'en souviens, je me souviens des suivants, mais en tout cas, c'est génial, quoi, de voir ces disques. Bon. Et alors, donc, est-ce qu'il avait l'idée qu'un jour, nous, on serait contents de revoir dans d'aussi bonnes conditions, parce que quand même, c'est vraiment très bien filmé. Voilà, c'est la première question. Et la deuxième, bon, évidemment, Tati, et puis aussi Agnès Varda et Demy, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Il est sorti quand Je crois que c'est après. C'est après, et Les Parapluies de Cherbourg, c'est encore... Par contre, il y a des plans là de je crois, des films documentaires d'Agnès Varda. D'accord. Ouais. La dame sur la télé. Ah oui. Je crois que c'est des plans d'Agnès Varda. D'ailleurs, à un moment donné, un écrivain dit Agnès nous a dit que. Et c'est Agnès Varda à ce moment-là. Et Moderato, il pensait à. Moderato Cantabile, puisque oui, c'est ça, hein, on est d'accord. Oui, en gros, elle joue avec deux de ses films. Enfin, lui joue avec Julie J, mais elle joue avec Duras. Et donc, parce que j'avais l'impression que Mademoiselle de Rochefort, c'était 60, non, pas 1960. Je peux me tromper sur parce ça. Parce qu'on retrouve tellement cette idée, de vêtements très... Mademoiselle de Rochefort, elles sont très colorées. Bon, là, c'est pareil, elle est quand même... Il y a une harmonie de couleurs qu'on ne porte pas dans la rue. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les contrastes de ces... Le marché, il est incroyable avec ces personnages qui défilent, qui sont des... qui ne sont pas des acteurs, et puis elle, qui est toujours finalement habillée, colorée. Et puis, effectivement, on pense aussi à... Je crois que c'est dans... Jour de fête de Tati, on s'attend à voir le poisson qui rentre et qui sort sa tête quand on est dans le marché. Voilà, donc je vous laisse répondre aux questions que je vous ai posées. Mais c'est bien parce qu'en fait, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça. C'est-à-dire que Godard, c'est son premier film en couleur. Ça. Ouais. Et il a déjà tout son système. C'est-à-dire qu'il a son système esthétique, les murs blancs, et parce que au début des années 60, les intérieurs, c'était pas ça. Hein. Il y avait des meubles, il y avait des trucs partout. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire, Godard, c'est simple pour lui. La maison, l'appartement de cinéma à filmer, il faut qu'il soit vide, blanc. Après, ce sera Le Mépris, ce sera tous les films de Godard. Et là, il travaille des touches de couleur. Et il travaille aussi, alors ça, c'est un truc qui était déjà dans Un bout de souffle, mais en noir et blanc. Il punaise des images au mur, mais comme ça, c'est pas des tableaux encadrés, c'est posé, c'est des trucs comme ça. Donc, par rapport à ça, ce film, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'avec Coulthard, ils inventent une esthétique qui va durer pour eux 20 ans. C'est-à-dire qu'ils inventent un système esthétique de couleurs, notamment de couleurs vives et entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Dans la rue, les gens ont des couleurs mélangées. Dans la maison, jamais. Ce sera pareil pour les autres Godard qui vont suivre. Hein, c'est ça. Et ça, c'est un truc à deux. C'est-à-dire, bon, je suis persuadé que Godard sans Coulthard, ça n'aurait pas été Godard. Je pense que là, à deux, ils inventent une esthétique, tout simplement. Alors, cette esthétique, ce qui est quand même génial, parce que c'est une chose qui n'arrive jamais, cette esthétique, elle a rejailli dans la vie. C'est-à-dire que les jeunes gens de l'époque qui voyaient ça, ils ont viré les meubles des grands-mères, ils ont peint en blanc et ils ont mis des trucs de couleur. C'est-à-dire que ça agit sur le social, sur une couche de la société. Si vous voulez, les films de Godard ont transformé un peu les intérieurs. Et après, il y a plein d'autres films où on voit des intérieurs qui viennent de là, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment Godard qui l'a inventé. C'est pas en 60, il n'y avait pas ça dans les maisons. Même les étudiants, ils n'avaient pas
cette chose-là. Donc ça, il a inventé. Alors, il a inventé un truc aussi là, dans ce film. La Mitchell, vous voyez ce que c'est. La Mitchell, c'est la caméra la plus grosse des Américains. Et Godard, ayant aimé le cinéma américain, il a eu envie là d'avoir une Mitchell. Mais la Mitchell, c'est très dur à bouger. Et notamment, l'appartement était trop petit pour mettre des rails de travelling. Et il a inventé, Godard, il a commandé un truc qui est un triangle comme ça, avec des roulettes. Et il mettait le trépied, la caméra dessus, ce qui fait que dans l'appartement, qui est minuscule, la caméra, elle bouge alors que elle fait 200 kilos. Hein, c'est pas une petite caméra comme ça, quoi. C'est-à-dire il invente aussi l'usage de la caméra qui correspond à son esthétique. Et une caméra qui, normalement, n'est pas faite pour son esthétique. C'est comme le son direct. Il prend des outils et il en fait autre chose que ce que, normalement, ils sont faits pour faire, en gros. Et notamment la Mitchell. Alors, la Mitchell, le rapport de Godard à la caméra est génial toujours. C'est-à-dire, il dit, ce film-là, je vais le faire avec telle caméra et je vais le faire en 1.33. Parce qu'il passe de ça à vivre sa vie, quand même. C'est-à-dire, après ça, il fait un film en noir et blanc, en 1.33, pur et dur, comme ça. Ça veut dire que, pour lui, il n'y a pas de progrès dans la technique. La bonne technique, c'est celle avec laquelle on fait le film qu'on a envie de faire, en gros. Et avec des fois des choses très très surprenantes sur le choix qu'il peut faire comme ça d'une caméra. Donc là, il invente aussi la façon de faire bouger une Mitchell. Les Américains, ils n'ont jamais fait bouger une Mitchell. La Mitchell, elle était sur des rails, ça pesait 200 kilos, il y avait 3 types qui poussaient la caméra. Lui, il dit à Coutard, non, on va inventer un truc pour que je puisse, dans la maison, suivre Brialy en vélo. Comme ça, et ils inventent ce système-là qui, après, a été commercialisé. C'est-à-dire qu'après, les fabricants ont donné un nom à ce système de travelling léger, enfin, et surtout, un travelling, une fois qu'il est installé, il est installé. C'est-à-dire, on est obligé de suivre. Ça, c'est ce qu'il va faire dans le mépris. Quand il y a le rail près du mur et on suit comme ça, il n'y a pas de... Et là, il veut un truc sinueux pour que l'assistant puisse pousser le chariot pour tourner autour des acteurs, quoi. Et c'est magnifique. Hein. Et pareil dans la fausse boîte de nuit. C'est-à-dire là aussi, la caméra, ça n'arrête pas dans la boîte de nuit, la caméra comme ça. Alors, oui, j'ai oublié de parler de ça aussi. Dans ce film, il y a un personnage qui apparaît, qui est le patron de la boîte de nuit, qui est une espèce de type, un petit gnome comme ça, qui parle très mal et tout. Et ce type, on va le retrouver dans 6 films de Godard. Et toujours avec le même rôle à peu près, c'est-à-dire il est là, il est petit et il a des belles femmes à côté de lui, 2 fois plus grandes que lui. Et en fait, Godard explique que c'était un type ce type, on ne sait pas qui c'est. Je l'ai cherché, moi, Ernest Menzer. Je l'ai cherché réellement. C'est-à-dire, j'aurais aimé rencontrer ce type. Ce qu'on sait, c'est qu'il allait frapper à la porte de tous les producteurs. Il amenait des filles qu'il trouvait à la piscine. Parce que là, je l'ai vu, il sortait de la piscine. C'est-à-dire, c'était une espèce de rabatteur. C'était pas de la prostitution. C'est-à-dire qu'il allait chercher des filles dont il pensait qu'elle plairait aux producteurs, et il les amenait aux producteurs. Et Godard a filmé ça 5 fois. C'est-à-dire, on le verra dans d'autres films où Ernest Menzer arrive et il est avec... et il est un peu fou comme ça, c'est-à-dire il est totalement incohérent, enfin, il parle comme ça et tout, et Godard ne lui demande pas autre chose. Godard lui demande de faire... Voilà. Je l'ai vraiment cherché par tous les moyens, enfin tous les moyens, je n'ai pas passé 1 an, mais je me disais quand même quelqu'un saura me dire où il est, ou qui c'était, etc. Et le seul qui m'en a parlé, c'est Godard. C'est-à-dire, ce type a totalement disparu, comme ça, en tout cas de l'histoire, disons, française. Je sais pas. Il y a un autre personnage qu'on voit à peine, pas très longtemps, c'est celui qui est derrière son bar, où il y a la place que pour un seul barman. Oui, oui. C'est incroyable, ce bar. Oui, oui, tout à fait. Où il est... Alors, ça aussi, chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand même Godard, dans les années 60, il
il a eu envie de filmer des choses comme les bars, les garages, c'est-à-dire des espaces ordinaires et neutres. Et les garages, il y en a partout, hein, parce que du coup, Godard, il a inventé une esthétique des garages. Parce que les garages, normalement, c'est sombre, et il y a des bidons d'huile et tout. Même là, il y en a un peu, puisque dans l'appartement, Godard adorait les objets. Il y avait un côté quand même Warhol, les objets qui en soi étaient déjà artistiques, étaient colorés. Donc, les trucs de poudre, parce que là, dans les films de Godard, quand on va à la cuisine, il y a toujours des trucs de poudre à vaisselle ou avec des belles couleurs, etc. C'est-à-dire, c'était des ready-made. Mais les ready-made, on ne les voyait pas dans les autres films parce qu'il y avait un fatras d'objets. Quand Godard choisit un truc, c'est un vrai ready-made. C'est-à-dire, là, le truc d'huile, on le voit, on peut pas ne pas le voir, alors que dans un autre film, ça n'existerait pas, si vous voulez. Donc ça, c'est une des choses, effectivement, de Godard. C'est-à-dire choisir des objets qui ont pour lui une valeur de ready-made, qui ont une esthétique. C'est-à-dire qu'il ne prend pas n'importe quelle poudre à laver ou n'importe quel bidon d'huile. Voilà, il est choisi. Alors, c'était un maniaque de ça, Godard. Hein, c'est-à-dire que Godard, il n'aimait pas dire à un régisseur va me chercher ceci ou cela. Il le faisait lui. Et il choisissait tout ce qui rentrait dans les décors, en gros. Et dans Le Mépris, c'est hallucinant. Dans Le Mépris, il loue l'appartement vide. Il le fait peindre en blanc et il choisit tout. Il dit il y aura un miroir comme ça, il y aura il y aura un canapé bleu, il y aura un truc de bain à rayures. C'est-à-dire que tout ce qui est dans Le Mépris a été choisi par Godard et pas par un assistant. Parce que pour lui, maîtriser l'esthétique du film, c'est maîtriser les objets qui sont dedans, avec leurs couleurs et leurs formes. Donc pour lui, ça faisait partie. Et il faisait même, par exemple, sur Pierrot, il avait dans le coffre de sa voiture un pot de peinture bleue, un pot de peinture jaune, un pot de peinture rouge. Et des fois, dans le décor, il disait, attendez, avant qu'on tourne, et il peignait, par exemple, les bornes du bord de la route, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, il peignait la rambarde du poste à essence, et il peignait lui-même. C'est-à-dire, il ne disait pas à l'assistant, tiens, tu me peins ça en jaune. C'est-à-dire, c'était un truc très manuel. D'abord, de choix, c'est-à-dire, je choisis tel bidon d'huile, ou je peins moi-même un petit objet qui est dans le... Voilà. Donc, ça veut dire que pour lui, l'esthétique, c'est pas juste comme ça un truc général, c'est un truc très précis. Et notamment sur les objets. Le lampadaire qui promène pour aller choisir les livres parce qu'ils ne peuvent pas parler, donc ils se parlent à travers les titres. Je crois que mon oncle a été fait après, mon oncle de Tati, mais évidemment, moi j'ai pensé au chapeau de la voisine. De personnage, Mais il y a cette même approche de l'importance de l'objet de l'époque et effectivement, comme c'est pas noyé au milieu de tout un tas d'autres... On retient tout. On retient tout. Voilà, et ça dessine quelque chose d'une époque que les autres films ne dessinaient pas. Voilà, les autres films, il y avait un fatras, il y avait de tout. Il y a le paquet de persil, je ne sais plus dans quel film c'est, mais je me suis dit, mais oui, il y avait du persil avant. Tout à fait. Mais il adorait ça, les trucs de cuisine, et il adorait ça, Godard, parce que c'était des objets colorés, qui pouvaient... Merci pour Anna Karim. Oui, effectivement, on avait montré, c'était Vivre ensemble, quand son film était ressorti. Elle était venue ici, c'était très émouvant. Ouais. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Moi, j'en avais une petite dernière, en fait, c'était... un type de plan que j'ai vu qui fait assez souvent, c'est celui d'un personnage contre un mur avec des bouts d'affiches accumulés. Dès à bout de souffle, oui. Mais même dès les courts-métrages, il y a ça. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi il fait ça exactement ? Bon, d'abord, chez Godard, il y a l'idée d'aplat. C'est-à-dire, les autres cinéastes, ils filment souvent de biais, où ils filment comme ça. Godard, pour lui, l'écran de cinéma... c'est un aplat. Et du coup, il met des choses dans l'aplat, comme un peintre moderne. C'est-à-dire que pour lui, l'oblique, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, il y a le mur blanc,
il y a quelque chose sur le mur blanc, qui peut être une affiche, un tableau, et puis il y a le personnage devant. C'est assez rare que Godard fasse des plans obliques. Là, il en fait un très beau, c'est au café, dans la scène justement du truc, où sur Anna Karina, c'est oblique. Mais c'est pas son truc. C'est-à-dire, Godard est un grand classique, et il pense que, en plus, bon, il y a la vieille idée, qu'au cinéma, si on filme en oblique, on filme le temps passager, c'est-à-dire on filme l'anecdote. Si on filme en face, il y a une sacralité. En gros, bon, Pasolini n'a fait que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'axe frontal est l'axe qui sacralise les choses, et les axes obliques, ça les met dans l'histoire. C'est-à-dire que Godard, il dit, je raconte une histoire, mais je sacralise ce que je filme. Enfin, en gros, je donne une autre dimension à ça, et pour ça, c'est la frontalité. Et la frontalité, du coup, c'est bien de mettre quelque chose derrière, une affiche, etc. Mais c'est rare que ce ne soit pas vraiment dans l'axe, quoi. Godard a toujours adoré ça, sur la frontalité. Il y a une certaine trivialité justement des affiches qui sont derrière, parce que c'est souvent des slogans ou un peu n'importe quoi, souvent, qui est mis derrière. Donc c'est souvent assez étonnant, justement, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la sacralité, en fait. Ouais, alors, il y a un truc assez marrant, juste, c'est une anecdote, mais j'ai travaillé un peu sur... Vous savez, il y a cette société, enfin, je sais pas, cette association qui fait des descriptions de films pour les aveugles. Et du coup, quand ils ont fait Pierrot le Fou, celle qui fait ça, elle m'a appelé 30 fois en me disant qu'est-ce qu'il y a, qui c'est le mec sur cette affiche. Et il y en a, je suis incapable de le dire, notamment dans l'appartement où il y a les armes, où le nain est tué. Il y a au moins 2 personnages. Personne n'a trouvé qui c'était. Elle l'a mis sur Internet et tout, en disant qu'est-ce que c'était. C'était sans doute 2 hommes politiques de l'époque, mais qu'on a oubliés, quoi. Donc ça fait travailler les universitaires aussi, d'essayer de retrouver toutes les affiches qui sont dans les films de Godard. Il y a de quoi faire, hein. Il y a du travail. Et après, l'affiche va avoir un rôle beaucoup plus politique, c'est-à-dire après, ça sera le tableau noir pour faire la leçon au spectateur. C'est-à-dire, bon, ça c'est dans la chinoise, c'est-à-dire, là, c'est plus décoratif, hein, c'est même plus un arrière-fond, c'est l'essentiel. Et dans les films militants, c'est un film militant, il y a ça, voilà, ça c'est Brecht, et comment voilà. Donc là, c'est la théorie après de Godard. L'écran est un tableau noir didactique. C'est-à-dire, je me sers de l'écran blanc comme d'un tableau. Et j'écris des mots, je mets des choses, etc. Donc c'est le didactisme là, brut, comme ça. Godard a beaucoup aimé ça, hein. Il en a fait quand même beaucoup dans la chinoise, évidemment, c'est sublime. Et là aussi, dans la chinoise, par exemple, les mots qui sont écrits, c'est lui qui les fait. Il ne demande pas à l'assistant de faire ça, c'est lui qui fait les lettres et tout. C'est un maniaque, hein, de ça, c'est un maniaque de la papeterie, c'est un maniaque si vous voulez, parce que moi j'ai pas mal de lettres de Godard, elles sont toutes impeccables, c'est-à-dire l'enveloppe est écrite, il met 10 minutes, quoi. C'est le contraire des gens qui font l'enveloppe comme ça aujourd'hui. Il met des images dedans, c'est-à-dire pour lui, ce travail-là de choisir des lettres, des images, etc., c'est un travail qui n'est pas que dans les films. C'est un travail qui est dans sa vie. C'est-à-dire, il fait ça, voilà, il fait ça sans arrêt. C'est réellement un vrai goût pour ça, quoi. C'est pour ça qu'évidemment, tous les gens qui ont des œuvres d'art les gardent précieusement parce que c'est des œuvres d'art, de telle façon. Voilà.